parler de vous. Ce sera donc un exercice à la fois intellectuel, spirituel et physique. Hein. Je voudrais tout d'abord remercier vivement Ndéné, Moustapha Ndéné, de m'avoir associé à cette activité. Je sais que tu as mené un travail de bénédictin. Boris tout à l'heure a parlé d'un exercice opiniâtre, et le mot est juste, parce que nous savons tous que ce n'est pas facile. Voilà. Soyez remerciés, Moustapha Ndiaye. Je voudrais aussi remercier tout le comité scientifique qui m'a associé à cette activité à travers la personne de Mme André Marigal et Annie Colli. Fréquemment, elle m'appelait, presque toutes les semaines, pour savoir où est-ce que j'en suis, et soyez remerciés. Je remercie aussi et je salue le parrain, Boubacar Boris Diop. Voilà. Il m'a dit tout à l'heure que c'est l'occasion de nous connaître physiquement. Parce qu'on s'est lu, je l'ai lu, il m'a lu et on ne s'est jamais rencontrés. Et on a des amis en commun, et surtout Cédric Ndiaye, qui me dit souvent de très bonnes choses de lui. Ibrahim Lo, tout à l'heure je disais à quelqu'un, c'est un homme bien. Et il m'a dit, on ne peut pas dire plus. Au-delà du bien, il n'y a rien. Et c'est quelqu'un aussi qui est très compétent dans le monde du livre. Je suis accompagné aussi de mon frère, mon ami Mansour Ndiaye, qui est un compagnon de lutte de ma famille, ma femme, mes enfants, et de mon promotionnaire, comme on dit, je ne sais pas si c'est français ou pas, promotionnaire, Amadou Lamine Sall, Amadou Diop Sall plutôt. Voilà, les leçons inaugurales, c'est souvent des exercices oratoires assez longs, mais soyez rassurés, j'ai écrit un texte que je vais lire d'une traite, histoire de partager avec vous mes quelques réflexions que j'ai menées sur le thème, sans le savoir, depuis des années. Quand Ndéné m'a appelé, je lui ai dit que mais moi je suis là-dedans depuis 10 ans, je ne parle que de ça. Et ça m'a permis aussi, non pas d'être à l'aise devant ce thème, parce qu'on n'est jamais à l'aise devant une page blanche, mais j'ai essayé aussi simplement de dire quelques mots sur l'Afrique, sur l'écriture, et sur quelques enjeux, quelques points qui pour nous constituent les enjeux de l'écriture aujourd'hui en Afrique. Un salon du livre n'est jamais un événement ordinaire. Jamais. Parce qu'elle est le fait de Dieu qui offre le savoir par excellence. Le savoir qui est un nom de Dieu, le savoir, mais aussi une manifestation de la personne de Dieu, de sa présence. Une théophanie, pour parler comme les religieux, un tajalli, pour parler comme les soufis. Je fais partie de ceux qui pensent que la littérature, même si elle n'est pas une théorie de la connaissance, est tout de même un savoir, un grand savoir. Même si le culte de la grandeur est apparemment passé de mode en cette époque de démocratie populiste, de surpolitisation de la vie moderne, de révolte sans lendemain, de crise de l'éducation et de la transmission des savoirs, de petites querelles politiques, loin des grandes querelles shakespeariennes, de disparition des courants de pensée politique, de l'absence d'école esthétique, il demeure tout de même que rien de bon, rien de beau ou d'utile ne se fait sans l'esprit de grandeur qui gît en l'homme. Faut-il être grand pour faire œuvre de littérature? Bien sûr que oui. L'esthétique de la grandeur, qui est une attitude, une manière d'être, un mode d'expression, un style d'écriture douloureuse qui assume toute la parturiente de la vie littéraire à travers
a certainement produit, par exemple, un Aimé Césaire qui a inscrit tout le programme de l'humanité en un seul long vers. Écoutez Césaire parler. Il dit, et nous sommes debout maintenant, mon pays et moi, les cheveux dans le vent. Ma main petite maintenant dans son poing énorme, et la force n'est pas en nous, mais au-dessus de nous. Dans une voix qui brille la nuit et l'audience comme la pénétrance d'une guerre apocalyptique. Et la voix prononce que l'Europe nous a pendant des siècles gavé de mensonges et gonflé de pestilence. Car il n'est point vrai que l'œuvre de l'homme est finie, que nous n'avons rien à faire au monde, que nous parasitons le monde, qu'il suffit que nous nous mettions au pas du monde, mais l'œuvre de l'homme vient seulement de commencer. Et il reste à l'homme à conquérir toute interdiction immobilisée au coin de sa ferveur. Et aucune race ne possède le monopole de la beauté, de l'intelligence, de la force. Et c'est là où ça devient intéressant. Il dit, et il est place pour nous au rendez-vous de la conquête. Et nous savons que maintenant le soleil tourne autour de notre terre, éclairant la parcelle qu'a fixée notre volonté seule. Et que toute étoile chute ciel en terre à notre commandement sans limite. Cahier d'un retour au pays natal, page 57-58. Voilà peut-être le programme, même s'il est poétisé. Voilà peut-être notre mode d'emploi. Voilà, M. Lo, certainement notre déclaration de politique culturelle en ces vers. Notre spiritualité qui trouve ses ferments dans les temps anciens de l'humanité, au début de tout, à l'époque du commencement de tout. D'où le caractère originel de notre production littéraire. La littérature africaine se fera à notre commandement. Notre volonté. La volonté non pas forcément de s'organiser, mais d'écrire pour ceux qui ont quelque chose à dire. Autre définition du style, selon le sombre philosophe allemand Arthur Schopenhauer. Écrire, encore écrire, jusqu'à l'extinction de la voix dans la parole elle-même. C'est alors que la parole se fera homme, assis sur le promontoire de la vie, jetant un regard crépusculaire vers l'horizon infini, le bras levé comme un orang, nous désignant le monde des formes éternelles, le monde de l'écriture du silence, qui est le sommet de l'écriture. La littérature a produit un immense savoir critique à travers les écrits d'immenses penseurs qui se sont penchés sur les sociétés humaines, mais en se fondant sur la production littéraire nationale, et j'insiste sur nationale. Je peux citer Roland Barthes, que tous les spécialistes de la littérature connaissent, Julia Kristeva, Maurice Blanchot, Noam Chomsky, l'américain, Jacques Derrida, Gaston Bachelard, mais ici chez nous, sur la terre africaine, le Camerounais Thomas Meloni, avec sa propédeutique à la négritude et son regard universitaire et singulier sur le personnage de Kerno dans l'aventure ambiguë de Cheikh Hamidou Kane, le Nigérian Sandei Anozi, avec sa fameuse sociologie de la littérature africaine, qui, même si elle présente des limites liées au sujet, a eu le mérite de permettre à la génération d'aujourd'hui de faire de la littérature rien que de la littérature. Les écrivains d'aujourd'hui sont devenus des scribes de la vie en essayant d'enjamber les limites de la modernité, de la société. Mais le mur du son littéraire, à mon avis, reste l'histoire. Elle est infranchissable, l'histoire. Elle est en elle-même à la fois motif littéraire et horizon mouvant qui s'éloigne, se dérobe constamment selon la qualité et les efforts de la créativité littéraire. Là se pose la question du temps littéraire. Parmi ceux qui ont produit un immense savoir critique, nous avons Gayatri Spivak, Omi Baba, Valentin Moudimbe, qui tente constamment de réinventer l'Afrique grâce à son background philosophique et littéraire. Nous avons Pius Ngandou Kachama, le monstre sacré congolais,
les professeurs bassouriens, redoutables dépositaires du langage critique face à l'épopée africaine. Nous avons Feu Mohamedou Kane, qui a donné ses lettres de noblesse universitaire au conte africain et à l'œuvre de Birago Diop particulièrement. Mohamedou Kane représente, lui et bien d'autres, ce que j'appelle la littérature ex-cathédrale. La littérature du haut de la chair. Il y a en vérité de grands moments de littérature, parfois et souvent toutefois, dans les amphithéâtres, loin des regards du grand public. Nous pouvons citer aussi Georges Ngall, qui a tenté d'expliquer l'hermétisme d'Aimé Césaire par son insularité lorsque l'histoire et la géographie se mêlent à la littérature. J'aime souvent citer Thomas Piketty. Piketty, l'économiste. Il n'est pas littéraire, c'est l'un des plus grands économistes lus aujourd'hui. Mais j'aime le citer souvent devant les littéraires. Thomas Piketty, oui, Piketty, qui a écrit Le Capital au XXIe siècle. Dans ce livre d'économie, qui grouille de littérature, un livre d'économie où il y a beaucoup de littérature, il y a beaucoup de Balzac dans ce livre d'économie, beaucoup de Jane Austen, beaucoup de Marcel Proust. Qu'est-ce que la littérature fait dans un chef-d'œuvre d'économie? Parce que la littérature, en vérité, elle peut expliquer tout. Elle peut expliquer, elle peut corroborer même des thèses scientifiques. Edward Said, qui a littéralement déconstruit la prose coloniale à travers son chef-d'œuvre de critique littéraire, l'orientaliste. La littérature représente la vie, elle dramatise la vie, elle la projette sur la scène en des formes insoupçonnées. Elle est capable d'entrer dans les recoins les plus secrets de la vie. Elle informe la vie. Elle est en retour informée par la vie à travers un flux incessant pour ceux qui écrivent. Il n'y a qu'au Sénégal, et pas seulement au Sénégal, que l'on pense que la littérature n'est que rêvasserie. Elle est aujourd'hui le monopole de braves professeurs de français confinés dans les salles de classe qui dictent aux élèves des exercices de rédaction, de commentaires et parfois de dictées. Cette discipline qui est en train de disparaître, de résumés, de dissertations littéraires, fort utiles pour la culture et la réussite aux examens, mais cela n'est pas suffisant. La littérature, en vérité, c'est autre chose. C'est pourquoi nous avons écrit dans À quoi bon écrire. Remarquez cette manie qu'ont les animateurs d'émissions littéraires de n'inviter que des spécialistes, des professeurs de français. Un professeur de français, j'en suis un, n'est pas forcément un amoureux de la littérature. Tout est donc dans la passion et la manière de dire la littérature. Avec la littérature, on ne fait pas que rêver, mais on apprend aussi. On apprend beaucoup sur les sociétés humaines. On écrit pour guérir, soigner nos maux, penser nos plaies, réparer nos erreurs plusieurs fois accumulées depuis les âges anciens. Ceux qui sont appelés à écrire et qui ne le font pas, il y en a, incapables d'accomplir leur destin, d'empoigner la roue de la fortune par la vertu majestueuse, empêchés en cela par les accidents de la vie, les démons hommes et femmes qui souffrent sur les nœuds du complot, le karma ancien qui pousse au grand combat de la vie. Ces hommes et ces femmes-là sont condamnés à vivre malheureux, à répéter et chercher le geste de l'écriture que le vulgaire a permission. Je persiste ici. Les écrivains sont des élus, mais pas tous. Sont élus ceux qui, par un coup de patte vigoureux, s'envolent gaiement dans l'immensité profonde. Quittent le monde des deux premiers sens, fait de plaisir et de douleur, pour aller capter la vérité de notre monde. Ce n'est pas une métaphore. Le monde de l'imagination est un monde parmi tant d'autres où se déversent les lumières théophaniques du Créateur. Ce sont les saints, les poètes, les grands écrivains qui savent voyager, partir dans l'au-delà et revenir lucides parmi nous. Ceux-là font les grands écrivains et produisent ce que les cercles fermés de la connaissance appellent l'œuvre, œuvre au masculin, un œuvre, et que nous autres considérons comme chef-d'œuvre. Ceux qui ne savent pas rêver ne peuvent pas écrire. Tous les écrivains sont des poètes,
qu'ils soient versificateurs ou non. Mais à quoi rêvent les écrivains? Pour ne pas dire, qu'est-ce qui fait courir un écrivain? L'écriture est une élévation, un parcours initiatique de l'âme. En vérité, c'est l'âme qui écrit. Mais elle a besoin d'un corps, d'une main pour travailler. La main est le prolongement mécanique de l'âme, si on peut le dire. Son instrument en quelque sorte, d'où les milliers de manuscrits entreposés dans les maisons d'édition qui croissent comme des champignons dans le grand jardin aux sentiers qui bifurquent dans la littérature mondiale. Je veux citer Borges. L'écriture est une conquête de l'esprit chez certains hommes. C'est une étape de l'élévation de l'âme. C'est un grade. Tant que l'âme n'a pas atteint cette martaba, c'est peut-être intraduisible, cette martaba, c'est-à-dire cet âge mystique, elle ne peut ordonner et informer l'esprit et au corps d'écrire et de transmettre. Mais l'écriture, c'est aussi une compétence. Il faut beaucoup lire pour être un bon écrivain. Mais tous les grands lecteurs ne sont pas forcément de bons écrivains. C'est là qu'intervient l'effort. C'est la dimension athlétique de l'écriture. De l'écrivain qui suit sang et sueur face au danger de la révélation et de l'incompréhension. Il n'y a pas un seul grand écrivain qui n'a pas eu, ne serait-ce qu'une fois, une expérience spirituelle ou mystique de l'écriture. Tous ces grands, ils refusent de nous faire des révélations sur ce plan. Mais il n'y en a pas un seul. Qu'il s'agisse de Shakespeare, qu'il s'agisse de Borges, ou de Dostoïevski, ou peut-être même de Boubacar Boris Diop, il est rare de trouver un grand écrivain qui n'a pas une grande expérience spirituelle de l'écriture. L'écrivain, c'est l'homme qui pose... L'écrivain, c'est l'homme qui joue sa peau. Comme le pensait le très controversé et non moins génie Louis-Ferdinand Céline. Ici se pose une question douloureuse. Un génie peut-il être un salaud? Parce qu'il y a des grands écrivains qui sont considérés comme des salauds. Pour ceux qui connaissent la littérature, les connaissent. Je ne parle pas des Brasillacs qui sont de véritables salauds, des salauds reconnus et qui l'assument. Mais quelqu'un comme Céline est considéré comme un salaud. Mais un génie peut-il être un salaud? Un génie peut-il être maléfique? La réponse n'est pas évidente. Les grands saints, les preux chevaliers qui arpentent les mondes, les conquistadores de l'esprit, ont tous eu leur lot d'incompréhension, de condamnation, d'imprécation et de gémonie. Les plus célèbres sont les écrivains mystiques, les Khalaj, les Boustami et autres que vous connaissez. Mais non loin de nous, on peut citer un frère, un grand écrivain mauritanien, Tel Youssouf Gueye, victime du régime raciste de Ould Taya. Nous pouvons citer aussi Yamba Wologuem, l'esprit Dogon, écrivain malien de génie, dont l'histoire continue jusqu'à nos jours. Et j'aimerais le lui dire, sans le savoir, Mohamed Bougar Sarr, un jeune garçon sérère, pas du tout ordinaire, l'a ressuscité en prenant le risque de porter un pan de la malédiction de l'auteur. Cet auteur qui portait une malédiction, certainement. L'histoire littéraire a ses malédictions, vraies ou fausses, mais elle a aussi ses mythes fondateurs. Le monde littéraire est complexe. C'est une grande manufacture du savoir, où sculpteurs de mots, forgerons de concepts et créateurs d'images sont confrontés à la page blanche, à la fabrication d'une œuvre, aux éditeurs, aux médias, aux critiques, aux fabricants de succès. J'appelle aussi une grande réflexion sur la fabrique du succès littéraire. Il faut aussi qu'on ait le courage un jour de l'aborder. Parce que ça se fabrique. Mais face à l'histoire, qui est le seul juge, disons le temps, non pas en tant que saison, mais le temps en tant que durée, qui efface tout jusqu'à rien, c'est-à-dire l'ineffable, le substrat de l'œuvre. C'est une grande capacité d'imagination qui fait l'écrivain. L'imagination est une réalité.
une découverte de l'esprit qui atteint le seuil de l'ouverture des portes de la connaissance. Tout ceci a fait et fécondé les grands écrivains pour qui j'ai une grande admiration. C'est cela l'écriture, elle se veut, l'écriture, les écrivains c'est des prétentieux. L'écriture, elle se veut prétentieuse, approximative, asymptotique à la vérité, sans être présomptueuse. Autant de textes politiques et géopolitiques qui aujourd'hui prêtent à réflexion pour nous. Face à l'inconnu, les hommes seront toujours enclins à observer et interpréter le monde. J'écris à la page 79 dans les hommes politiques font-ils de bons écrivains. Je ne suis pas romancier, je suis écrivain, dit Jean-Paul Sartre. Ce propos du chantre de l'existentialisme et d'Orphée Noir n'est pas une simple boutade colérique. Il pose la problématique essentielle de l'écriture. Si un romancier n'est pas forcément un écrivain, mais qu'est-ce qu'un écrivain? Des monuments de la réflexion sur l'écriture, comme Jacques Derrida et Maurice Blanchot se sont penchés sur le phénomène et le résultat est étonnant. Nous pensons, et ça c'est mon point de vue pour notre part, qu'il n'y a d'écriture véritable que lorsque la forme possède son propre contenu. Lorsque le texte contient une singularité, une tonalité, une musique qui n'a d'autre origine que le texte lui-même. Voilà que débute l'écriture. Il ne suffit pas de tenir une belle histoire captivante pour faire un bon écrivain. La littérature n'est pas que mimésis, quoi qu'en pense et dise le monumental Éric Houellebecq. L'actualité de la littérature africaine. Quelle littérature africaine pour quelle démocratie serait peut-être une piste de réflexion. En tous les cas, la grande cacophonie du monde est une aubaine littéraire. Les écrivains se plaisent dans le chaos. Nous l'avons déjà dit et écrit, la littérature africaine est en elle-même une puissante volonté de communauté avec le monde. C'est une littérature ouverte. Elle dépasse aujourd'hui la vieille dialectique enracinement-ouverture. Même Léopold Sédar Senghor, dont la notion d'enracinement colle à la peau, trône aujourd'hui magistralement sur le siège de l'écriture moderne aux côtés de Frantz de Fanon, Édouard Glissant et même le grand Cheikh Anta Diop. Ils sont cités dans le même mouvement à travers les travaux scientifiques les plus sérieux sur l'Afrique. Je vous renvoie aux écrits d'Achille Mbembe, Paul Giroua, Mamadou Diouf, Valentin Moudimbe, Norman Adjari. Leurs noms nous reviennent à travers les interstices et les brèches provoquées par les travaux des philosophes, sociologues, historiens africains. Ils représentent en quelque sorte le premier âge de la littérature africaine moderne. Même le très radical et grand écrivain kényan Ngugi wa Thiong'o, qui écrit actuellement exclusivement en Kikuyu, sa langue maternelle, et j'y reviendrai à la fin, il se dit afro-saxon. Afro-saxon, une référence à sa double culture anglaise et africaine. Les observateurs les plus fins de la littérature africaine embrassent dans un même mouvement critique ces différents auteurs qui, il y a guère longtemps, étaient perçus à tort comme des défenseurs aveugles de l'authenticité africaine. Des recherches plus profondes et une lecture plus serrée de leurs œuvres montrent aujourd'hui que ces auteurs ont voulu, dans leurs différentes postures, apparaître davantage vers l'universel. La littérature africaine fut d'abord un mouvement qui relève du sortir, une volonté de vivre, de quitter le néant dans lequel l'appareil intellectuel du colonialisme avait confiné le sujet nègre. Achille Mbembe, un observateur singulier de la littérature africaine, il n'est pas littéraire, il n'a pas une formation littéraire de base, c'est un historien. Il a vu juste en disant la chose suivante, qui est discutable. Par ailleurs, le lieu de naissance de cette littérature est une structure d'épouvante au sein de laquelle l'Afrique apparaît sous la figure de ce qui n'est jamais parvenu à l'existence et qui, en tant que tel, est privé de toute force de représentation, puisqu'il est le principe par excellence de l'obstruction, du figement, n'étant jamais né, n'étant jamais sorti de l'opacité du néant, elle ne peut pénétrer dans la conscience universelle que par effraction et encore. Et en d'autres termes,
elle est réalité sans réel. À l'origine, l'acte littéraire africain était une réponse à cette exclusion qui est en même temps ablation, excision et péjoration. Mais après ce mouvement originel jaillit un autre phénomène littéraire qui peut être qualifié de post-colonial. C'est une écriture post-coloniale. Cette écriture post-coloniale est une phase importante de l'histoire africaine. Elle correspond à une volonté de jeter un regard distant sur ses origines. Les origines ne sont plus si glorieuses que cela. Parmi ces écrivains de la post-colonie, on peut citer Yamba Wologem, Ahmadou Kourouma, Wole Soyinka, Boubacar Boris Diop, etc., etc. Dans la même foulée, les indépendances africaines d'Ahmadou Kourouma se singularisent par une déconstruction inédite de l'écriture et de la manière de dire les choses en littérature. Mais le paroxysme de l'écriture excessive et excédentaire est sans nul doute Sonny Laboutansi, que je considère comme le Quentin Tarantino de la littérature africaine. Alors naquit une écriture plus ou moins dépouillée des préoccupations communautaires, un style plus intimiste, davantage familial, qui correspond aux années de marasme consécutives au programme d'ajustement structurel et de la détérioration des termes de l'échange. La littérature comme fiction trouve ses pendants, c'est dans les années 90, dans les tentatives hâtives de trouver des explications à l'état de sous-développement du continent. Nous avons eu droit à des livres comme « Et si l'Afrique refusait le développement » d'Axel Kabou. « L'Afrique a-t-elle besoin d'un programme d'ajustement culturel » de Daniel Etungan Mengele, ouvrage vite oublié puisque fondé sur des préjugés de race qui confinent à l'autoflagellation et à une approche maladroitement culturaliste. Mais ils peuvent ressusciter. Aujourd'hui, la littérature africaine va dans tous les sens, au gré de la liberté des créateurs. Elle est devenue plus libre. Je ne dis pas que les anciens n'étaient pas libres. Le corset de l'engagement littéraire ne semble plus prendre. L'engagement au sens scolaire, je veux dire. Il existe un réel exercice sur la forme, un travail de ciselage et de sculpture du texte chez Thierno Moule Ndongo, chez Boubacar Boris Diop, chez notre ami Ibrahima Sall, paix à son âme, chez Alain Mabankou, chez peut-être Sami Tchak, Aïkoué Arman, Ben Okri, bien sûr, le Nigérian, Nia Kouto, le Mozambicain, Mohamed Bougarsar, Léonora Miano, Chimamanda Ngozi Adichie, la Nigériane, et bien d'autres, et pas seulement. Il existe aussi une thématique décentrée actuellement dans la littérature africaine, comme chez Ibrahim Han, notre Ibrahim Han, qui est relativement méconnu. Ken Bougoul, je parle de la thématique, chez Gaïli aussi, et même chez le Togolais, David Pelli, etc., etc. Il existe en Afrique, comme partout ailleurs, de vrais artistes de l'écriture, à côté des artisans. Partout ailleurs, il y a des artistes, il y a aussi des artisans qui se démènent pour dire quelque chose. Ensuite vient une cohorte d'auteurs, moins bons, parfois médiocres, et même souvent exécrables. Notons au reste le cas étrange du Congo, qui compte plus d'écrivains que bon nombre de pays africains réunis. Le Congo est à lui seul un phénomène, un nombre littéraire. Le puissant critique littéraire Mpius Nganou Kachama est congolais, de même que Valentin Moudinde. En 2005, ce sont près de 200 auteurs qui sont étudiés, cités, mentionnés, etc., etc. Nous avons eu droit à des prix Nobel de littérature en Afrique du Sud. Nadine Cordinaire, Maxwell Koedji. Il y a aussi le cas du Cameroun où aujourd'hui, le Cameroun est particulier. Au Cameroun, historiens, sociologues, anthropologues et littéraires se confondent. Achille Bembe, Jean-Marc Ella, Léonora Mouyano, Kalis Béala, Abel Edinga, etc. Quant au Sénégal, notre Sénégal, il existe une écriture post-senghorienne qui n'est pas suffisamment étudiée. Il s'agit de Boris Diop, Ken Bougoul, Abbas Ndion, Abdou Antaka, Ibrahima Sall, Cheikh Ali Ndao, etc., etc.
Le Congolais Alain Mabankou se distingue par son extrême médiatisation, ce qui n'est pas mauvais en soi. Les écrivains et les médias, une autre réflexion. Yasmina Kadra, c'est vous qui m'avez invité à la littérature africaine, voilà, du nord au sud, Tahar Benjeloun, Kofi Kouaoulé, l'Ivoirien, Lige Belifes, Tcherno Monenomo, Abib Mounzi, etc., etc. Quant à l'édition, elle se porte plus ou moins bien selon les pays. Il existe un réseau d'éditeurs africains créé en 1982. À l'époque, c'était un certain Sorwan qui était le président. Il disait à l'époque qu'il y a un accès aux capitaux, l'étendue du marché, la faiblesse du pouvoir d'achat. Il posait les problèmes en quelque sorte. Le problème de la distribution. Il disait précisément, il y a des lecteurs en Afrique, des livres, mais il y a un gros problème de disponibilité. Voilà un bref survol de notre littérature qui est naturellement informée par le dynamisme des sociétés africaines modernes qui ont une longue expérience historique de construction de vie, de lutte contre la mort, de fabrique de l'imaginaire collectif, qui a construit une puissante littérature orale d'abord et ensuite écrite. L'Afrique face à elle-même. Dernier, j'ai été intrigué par l'Afrique face à elle-même. L'Afrique en tant que continent se regarde aujourd'hui, cet après-midi à travers le miroir. L'Afrique face à elle-même. Mais pourquoi cette posture? Cette pose miroir qui appelle un regard réflexif, circulaire à la fois sur les enjeux de l'écriture. Vous m'avez convié à une réflexion réflexive sur notre littérature. J'ai toujours cru et pensé que face à l'histoire, il y a deux types d'écriture, deux types essentiellement. Il y a une immense majorité d'auteurs qui offrent une littérature fabriquée et informée par la vie, et une minorité dont les œuvres tentent de créer la vie. Cette valse d'écriture autour de la vie et de l'histoire nous font dire aujourd'hui que l'écriture, en tant que savoir, est un acte de témoignage. Un témoignage de notre existence en tant qu'espèce humaine, dépositaire du pouvoir de transmission sur ce continent appelé Afrique, qui porte notre empreinte digitale. Nous témoignons que l'acte d'écriture que par l'acte d'écriture que nous avons été là. Nous étions là sur cette terre et voilà l'œuvre de Dieu à travers notre écriture. Voilà ce que nous avons fait du pouvoir de créer qui nous a été légué. Les enjeux d'écriture, il y a l'enjeu, il y a le point de vue littéraire. Cette approche réflexive de la littérature africaine auquel ce salon nous convie cette année est-elle du narcissisme, de la fermeture, du souverainisme ou de la crispation identitaire? Oh, que non. Je pense pour ma part que c'est l'expression d'une volonté, une volonté de sortir et de renaître au-delà de toute thématique éculée, de la routine paresseuse. Sans le savoir et peut-être même contre son propre désir, ce thème est un appel à jeter un regard sur les reflets de notre vie dans notre littérature, de notre identité en tant que sujet africain, face à un universalisme décoloré, un essentialisme devenu culturel chez beaucoup d'intellectuels africains. Il me semble que ce thème veut nous dire que le sujet africain devrait être suffisamment centré dans l'écriture. C'est certainement le premier enjeu de l'écriture du XXIe siècle, une écriture centrée sur le sujet. L'écueil est que la littérature n'est pas une politique dirigée par une administration, c'est un art, une science de l'observation, de la création des choses, telle qu'elle se déroule. C'est une tentative de capturer le sujet national, la mémoire collective ou individuelle, telle qu'elle se déroule au-delà de tout réalisme formel. Il y aura toujours des écrivains du sujet et des écrivains de l'objet. Et même ceux qui tentent d'entremêler les deux tels qu'ils le sentent. À l'âge de la maturité, je dis bien à l'âge de la maturité, nous avons remarqué que beaucoup d'écrivains comme Ken Bougoul ou Boubacar Boris Diop offrent des textes plus épurés. On a comme l'impression que le dépouillement stylistique
où le choix des langues africaines est l'avenir des seniors, ces aînés qui ont expérimenté la littérature, l'écriture jusqu'à l'épuisement, alors le texte se purifie avec l'âge. Il devient lisse, sans grandes aspérités, si ce n'est la violence et l'explosion créatrice. À ce sujet, et sur le même plan de l'enjeu d'écriture, La Nuit de Limoko est le texte de Boubacar Boris Diop le plus dépouillé. Mohamed Mbougar Sarr s'éloignera peut-être un jour, à un âge plus avancé, de l'écriture tourbillonnaire et labyrinthique de la plus secrète mémoire des hommes. Aller et retour, le livre de Ken Bogoul est d'un dépouillement, mais on y retrouve toujours cette dimension personnelle du texte. Pour ma part, j'ai très tôt découvert l'œuvre de Boubacar Boris Diop. Très tôt. Ce fut d'abord le temps de Tamango, suivi de Thiaroye Terre Rouge, une grande aventure africaine aux allures mérimériennes qui révèle très vite la figure du grand lecteur devenu écrivain. Boubacar Boris Diop a beaucoup lu, les bons auteurs, les grands, ceux qui ne cessent dans un mouvement continu de fabriquer la littérature. Ensuite sont venus entre mes mains les tambours de la mémoire. Un livre inoubliable, un texte bariolé, coloré et très chargé. Et cette reine Johanna Sinempo du royaume de Wisombo, dont j'entendais parler à travers un condisciple philosophe qui nous rapportait les commentaires éloquents du savant et talentueux Mamou Sediane dans ses cours de philosophie morale et politique. La littérature, mes chers amis, c'est aussi le lui-dire, mais aussi la manière de dire. Il y a fort longtemps, de jeunes étudiants m'écoutant parler du futurisme littéraire dans le temps de Tamango et le caractère mouvementé de cette histoire qui tangue sur les vagues de la mer moutonnante des révoltes africaines, se sont empressés d'aller lire le livre. Mais j'ai été particulièrement frappé par le cavalier et son ombre, dont l'onirisme littéraire appelle une suite évidente. Il est comme une œuvre inachevée, comme la plupart des grandes œuvres. La construction progressive d'une œuvre à travers les traces de la meute, qui est le livre à lire maintenant au Sénégal. Parce qu'au Sénégal, quelquefois, on a l'impression que nous avons un destin de cynocéphale. Un livre aux allures policières, Les Petits de la Gonon, Mourambi, une œuvre construite avec beaucoup de pudeur sur un fait historique hallucinant mais réel. Comment génocider un peuple? Il est impossible de génocider un peuple. Et Kavina, que j'ai vu et aperçu chez un ami de l'auteur, un éditeur debout comme un pied face à la ghettoisation des langues africaines. Aujourd'hui, alité, il s'agit de Seydou Nourou Ndiaye des éditions Papyrus, qui édite essentiellement en langue africaine. Le premier éditeur de Domigolo, qu'il s'agit de Boubacar Boris Diop, Cheikh Alindaou, Ngoubi Wachongo ou le Congolais Pius Ngandou Kachama, l'expression en langue africaine s'est imposée. Il y a eu Madame Aramfal, bien entendu, et Mam Younous Diagne, qui a été à Obi. Beaucoup d'auteurs africains n'étaient pas du tout convaincus par la littérature en langue africaine écrite. Ils ont beaucoup évolué aujourd'hui. Mais l'essentiel est d'écrire et d'être lu. Ici se pose le second enjeu parmi tant d'autres. L'enjeu de la langue ndéné. La langue comme enjeu littéraire. Je vais bientôt terminer. Sans entrer dans une polémique stérile. L'étranger est un enjeu. Mais surtout une épreuve. Un défi à relever. Un homme comme Aimé Césaire l'a fait. Il a porté la langue française à un niveau jamais égalé. Mais c'est une exception. Je vous renvoie à ce sujet, chers amis, à L'épreuve de l'étranger, un livre d'Antoine Berman. Même s'il pose la question universelle de la traduction dans l'Allemagne romantique, cet ouvrage fondateur du courant éthique de la traductologie parle à toutes les cultures confrontées à l'expression étrangère, qui ne peut être résolue que par l'approche éthique, à mon humble avis. Je propose l'approche éthique comme enjeu littéraire qui appelle cette approche éthique
une posture du juste milieu, de la tempérance et du savoir. Que traduit-on quand on traduit? Quand on traduit, qu'est-ce qu'on traduit en réalité? Que dit-on quand on écrit dans une langue étrangère? Que lit-on dans une autre langue? Face à l'altérité linguistique, que faire? La réponse ne peut qu'être individuelle. Pour ma part, je me suis posé il y a bien des années la question de savoir une autre littérature est-elle possible au Sénégal? La réponse à brûle-point, c'est oui. Mais le danger est la proposition d'une littérature de remplacement. De toutes les façons, rien ne se perd. La décadence littéraire a existé dans le passé, mais elle peut revenir. Au Sénégal et partout en Afrique se pose la question de la pluralité de l'expression littéraire. Des auteurs s'expriment en français, en arabe classique, en wolof, en pulaar, en manding, en séeréer, etc., en diakhanké, etc. Une littérature extrêmement riche avec de grands auteurs, des chefs-d'œuvre, des courants littéraires. À ce sujet, il me plaît toujours de citer le grand poète et philosophe Cheikh Ahmed Tidiane Sy. Il dit se contenter de ce que l'on a est trop ordinaire pour se justifier devant l'admirable principe de ce que l'on veut. C'est une citation de Cheikh Ahmed Tidiane Sy. Il avait l'habitude de le dire souvent. L'un des plus grands poètes de notre temps selon des commentateurs libres de la langue arabe. Mais le problème est que cet homme a écrit essentiellement en arabe, à part ses discours exprimés en langue française, une langue qu'il maîtrise bien. Mais cela ne devrait pas être un problème au Sénégal, où l'arabe a préexisté au français. Pourtant, c'est un problème. À cause de la centralité hégémonique du français, toute littérature produite sur la terre du Sénégal est ignorée, toute une littérature produite sur la terre du Sénégal est ignorée par les francophones. Une littérature écrite en arabe et en langue africaine qui mérite d'être compulsée, remise au goût du jour parce qu'elle appartient à notre patrimoine intellectuel et artistique au même titre que la littérature d'expression française. L'histoire de la littérature mondiale est faite de création et de découverte. Depuis toujours, des batailles épiques ont opposé les auteurs du monde littéraire, des querelles tendancieuses et autres critiques d'école sur fond de défense et illustration de la langue française. Devons-nous nous contenter de cette littérature sénégalaise d'expression française qui a produit des plumes alertes comme celle de Léopold Sédar Senghor, Boubacar Bourse, plutôt Birago Diop ou David Diop? Se suffire de cette littérature bien africaine, mais exprimée en langue française, serait-elle une paresse intellectuelle pour un chercheur, une attitude bien ordinaire pour un lecteur et un manque d'ambition, voire une injustice pour les acteurs culturels? Un projet culturel digne de son nom a ceci de particulier d'avoir le souci d'embrasser toute la culture du pays dans une dynamique pluraliste. C'est l'enjeu du pluralisme littéraire. Nous avons malheureusement hérité de la France le jacobinisme et le système d'assimilation, au détriment du modèle de société pluraliste anglo-saxon. Vous aurez compris que sans nul doute, qu'aucune littérature n'est innocente, même si les écrivains, dans leur grande majorité, sont des êtres candides et sincères. Cheikh Ahmed Tidiane Sy, qui est un poète éclectique, est l'auteur d'une œuvre complexe. Sa thématique est diversifiée. Qui ose parler de littérature? Wolof en parlait de Halima Diakhaté Kala ou de Serigne Baye Diakhaté, etc., etc. Qui ose parler de littérature sénégalaise en oubliant les wolofals, ce qu'on appelle les wolofals. Le wolofal de El Hadji Abdou Aziz Sy, les wolofal de Serigne Hadi Touré, les wolofal de El Hadji Mohamed Bouna Kounta de Ndang, qui était arabe, mais qui écrivait essentiellement en wolof, etc., etc. Parler de la littérature sénégalaise sans mentionner Halima Diakhaté, Serigne Cheikh Thioro Mbacké, qui ont écrit soit en arabe, soit dans les langues africaines, comme le wolof, le pulaar, etc. Je vais terminer, parce que je ne l'ai jamais fait.
sur la littérature écrite en langue mandingue. À Tassilma en Casamance, j'ai recueilli auprès de El Hadji Sidi Diaby, qui est le Khalif de Tassilma. Il est vivant, qui est un grand poète, vivant en langue mandingue et en arabe. Il est édité en Égypte. Il nous a appris de vive voix qu'au sud, notamment dans le Pakao, beaucoup d'auteurs se sont exprimés en arabe et en mandingue, en saucé. Il s'agit entre autres de Cheikh Mohamed Fouti d'abord, de Cheikh Sitia Koto Dabo ensuite, qui est un grand poète en langue arabe exclusivement. Il y a Cheikh Touré de Touré Kounda, El Hadji Bafo de Touré, mais surtout le père de Mahili Gassama, son père. El Hadji Bafo de El Hadji Fodé Diaby de Marsassoum, qui est le père du doyen Mahili Gassama, qui est un fameux poète, l'un des poètes les plus féconds, qui a écrit plus de 2000 vers, 2000 panégyriques sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il est aussi l'auteur de 2 grands diwan, etc. etc. Comme on dit au Sénégal, Serigne Sidi Diaby, il nous dit tous les savants ne sont pas forcément de bons auteurs et des poètes. C'est lui qui le dit. Le Sénégal est une terre bénie de savants écrivains dans tous les groupes ethniques, du Sénégal à la Guinée-Bissau en passant par la Gambie. N'oublions pas aussi la production littéraire de la famille chérifienne de Karantaba et tous ses descendants de Cheikh Marfou. Entre autres enjeux littéraires, il y a la question de la thématique. Il y a aussi la question de ce que j'appelle la question de l'hédonisme littéraire. À propos de critique littéraire, je ne serai pas long. Cette discipline pose aujourd'hui essentiellement la question de la réception intellectuelle de notre littérature. Notre littérature riche, si variée, nos écrivains qui frappent à la porte du Nobel, toute cette fièvre d'écriture qui traverse l'Afrique, du Maghreb au Sud, est reçue par quel type de lecteur? Nous pensons humblement que le siège de la réception littéraire est dans le cœur. Le cœur est le réceptacle, la plateforme qui peut donner naissance à une critique littéraire moins technique, plus amoureuse. J'appelle à une critique littéraire moins technique, un hédonisme littéraire, une critique littéraire plus amoureuse de la littérature, qui embrasse la littérature, mais néanmoins savante. La critique littéraire africaine sera un dictionnaire amoureux de la littérature africaine, où plaisir du texte, surprise du texte, découverte du texte produiront des postures critiques qui tamiseront la littérature dans le temps. Il y a la question des thématiques. Comme Angers, les thématiques déboucheront certainement par une sorte de politique de la littérature. Les écrivains ont beau vouloir produire des textes inactuels pour prendre rendez-vous avec le futur, il n'en demeure pas moins que l'histoire présente ne peut laisser indifférent nos auteurs. Quelle littérature africaine pour ce 21e siècle serait la suite pratique de ce thème général, le thème du salon du livre de Thiès à Saly Portugal? Mais le principal danger réside dans la tentation du dirigisme littéraire. Toute littérature sera la bienvenue en Afrique. L'essentiel est qu'elle ne menace pas la vie si chère à nous, grands frères du monde, dit-on. Cette vaste terre d'où la vie est partie, à la fois d'un lieu et de partout à la fois. C'est cela le grand mystère de la vie. Cette vie première, originelle, qui lie de façon indéfectible tous les écrivains du monde. Le russe Alexander Pushkin, le poète allemand Hölderlin, William Shakespeare l'anglais, le congolais Gérald Félix Tikaya Otamsi, Boubacar Boris Diop, le français Saint John Perse, le poète américain Walt Whitman, le poète chinois Ai Qing, le poète syrien Adonis, le poète chilien Pablo Neruda, le brésilien Guimarães Rosa, les tchèques Franz Kafka et Rainer Maria Rilke. Tous ces écrivains cités sont une grande famille. Et voilà, chers amis, les quelques mots qu'il m'a été inspiré de vous entretenir cet après-midi de Saly, en guise d'introduction à ce 6e salon du livre de Thiès. Les autres exposants et panélistes feront le reste.
Je vous remercie de votre aimable attention.